Ça fait plaisir d'être ici à Télécom Paris. Est-ce que la démocratie n'est pas le cœur de cible? Oui, bien sûr. En venant, je songeais qu'à votre âge, je faisais de la physique théorique et on m'aurait parlé des constitutions, des problématiques politiques. Ça me semblait bien moins intéressant que comprendre les forces de la nature et les lois universelles. Et en même temps, en tant qu'enfant, j'avais été invité dans un pays que je ne connaissais pas, à rencontrer une famille que je n'avais jamais vue. Et c'était quelques mois avant un mouvement historique cataclysmique, c'est la révolution iranienne de 79. Et donc en fait, en étudiant la physique théorique, j'avais au fond de moi quand même cet impératif de comprendre ce que c'est que l'histoire, et on ne peut pas échapper aux questions politiques au sens le plus fort. Donc ce titre-là, la démocratie est-elle faible? La réponse est, vous la connaissez d'avance, c'est un titre provocateur. Bon, la réponse est non, oui, elle est faible à proportion que ceux qui peuvent la défendre sont faibles. Voilà, ceux qui sont pressés, la conférence, l'essentiel est dit. Pas tout à fait l'essentiel, parce que mon propos ici, donc tu ne l'as pas rappelé Hugo, et je remercie des élèves que j'aperçois, que j'ai eu le plaisir d'avoir en classe préparatoire. Donc j'enseigne en classe préparatoire la culture générale. J'espère que ce ne sont pas des mauvais souvenirs pour ceux qui sont passés par le cours de français et philosophie. Et je l'espère vraiment, parce que justement, c'est important qu'il y ait ce cours dans une préparation pour un concours scientifique. J'aime bien l'idée de culture générale qui relie un peu l'ensemble. Et vous allez voir, j'ai vraiment l'ambition de vous montrer qu'elle apporte quelque chose à la compréhension de notre monde. Le côté historique de la culture m'intéresse peu, en revanche le côté prospectif beaucoup plus. Alors la démocratie est-elle faible? On peut commencer par un constat. C'est une enquête récente, vous avez le journal anglais, la date, c'était début 2023. Eh bien vous voyez que les pays démocratiques solides, ça fait un petit peu peur de voir que les États-Unis d'Amérique ne sont plus en bleu foncé. Eh bien vous voyez sur cette carte que la démocratie, est-ce qu'elle est faible ou elle est forte de ce fait? Mais visiblement, elle est ultra minoritaire. Donc déjà, on peut se dire qu'on a la chance d'être dans une toute petite partie du globe où c'est foncé. Et peut-être que parmi vous, certains ont des parcours personnels. J'évoquais ma propre expérience avec l'Iran précédemment, qui comprennent particulièrement le fait que c'est une chance d'être dans la partie minoritaire qui est en bleu foncé. Alors, je vais suivre le plan en 3 parties. C'est pas seulement pour les concours, c'est parce que en fait, 3 moments, on arrive à les mémoriser, il y a une progression. Veuillez excuser le côté mauvais candidat de concours peut-être. La première partie, je vais présenter une fragilité constitutive. Et c'est important qu'on ait compris qu'il y a quelque chose dans la démocratie qui peut être jugé comme faiblesse intrinsèque. Ensuite, je vais quand même me demander, mais rapidement, vous allez voir, on parle de démocratie, alors je ne vais pas faire un cours d'histoire politique, ça ne m'intéresse pas assez, je ne le ferai pas bien. Mais en revanche, en se demandant ce que c'est que la démocratie, la définition la plus simple, vous allez voir qu'il y a déjà des paradoxes qui apparaissent et des fragilités. La troisième partie, c'est celle où je peux vous apporter quelque chose, parce que c'est mon sujet de recherche, la transparence démocratique. Et vous allez voir qu'elle éclaire beaucoup de failles de notre propre comportement, et aussi peut-être d'espoir de force. Voici donc notre petit programme. Alors je commence par la première, la fragilité constitutive. Alors cette photo, cette image que vous avez là, elle est générée par IA, Stable Diffusion. J'expliquerai comment j'ai obtenu cette image, mais elle est vraiment parfaite, c'est exactement ce que je voulais, vous allez voir. Enfin, c'est pas ce que je voulais, c'est une parfaite illustration de Platon. Vous connaissez tous ce père de la philosophie, 2500 ans. Eh bien, la page qu'on va voir maintenant, il y aura un peu de texte, mais je vais le moderniser, ce texte, vous allez voir, je vais donner des synonymes contemporains, et je suis vraiment stupéfait quand je relis cette page qui vient, sur le caractère prémonitoire de ce que Platon, il y a 2500 ans, a vu comme faiblesse de la démocratie. Parce que Platon n'est pas un démocrate. Certains historiens de la philosophie soutiennent l'idée qu'il a trahi son maître Socrate, parce que Socrate était vraiment un démocrate. Alors que Platon nous donne une vision dans la République qui n'est vraiment pas du tout démocratique, et donc il fait une charge contre la démocratie. Et ce qui m'inquiète et me fascine, c'est comment il y a 2500 ans, il a pu vraiment décrire les comportements qui nous paraissent à nous générés par les applis, quasiment. Vous allez voir ça tout de suite. Donc le texte, c'est le texte le plus long que je vous montre ici. Alors en gras, c'est ce que je vais moderniser. Donc le texte nous dit, en parlant de l'ami de l'égalité, qui est donc le citoyen démocratique. Le texte nous dit 2500 ans.
Une chanson des années 60, on dit elle a mal vieilli, 2500 ans. Alors, j'y vais, il passe, c'est donc le citoyen démocratique, chacune de ces journées à suivre le désir qui se présente aujourd'hui. Il s'enivre au son de la flûte. Bon, alors, on va changer, il passe ses soirées en boîte de nuit. Je n'ai pas tout le vocabulaire que vous utilisez. Je suis désolé, je ne veux pas faire du jeunisme, mais je pense qu'il y a d'autres mots pour dire qu'on fait la fête et qu'on s'amuse. Le son de la flûte et l'ivresse, c'est vraiment littéralement les deux. Hein. On écoute de la musique de manière répétitive et puis on s'enivre de musique, mais aussi d'autres excitants. Et puis ça, c'est une journée. Et puis le lendemain, après avoir fait la fête en poussant très loin les limites, il boit de l'eau et s'amaigrit. Alors là, c'est très simple. Il fait un jeûne intermittent. Il a décidé de jeûner comme on le fait maintenant. Il boit de l'eau et s'amaigrit. Vous voyez, il fait un jeûne intermittent. C'est le contraire complet de la veille où on a fait la fête dans tous les excès. On fait un jeûne, c'est très à la mode. Et puis on boit de l'eau. C'est vraiment l'idée qu'on revient à peut-être des boissons bio, naturelles qu'on se met à boire. Ce dont se moque Platon ici, c'est le caractère, vous voyez, de girouette d'une personnalité qui sans cesse tourne, découvre, s'amuse, s'enivre du changement, mais finalement n'approfondit rien et est incapable. Le trait ici critique, c'est le caractère d'individu. C'est vraiment un individu qui pense qu'à lui, qui s'amuse. Alors on continue, vous allez voir, un jour il s'entraîne au gymnase, il va faire de la muscu. C'est très à la mode depuis le confinement, c'est revenu. Le lendemain, il est sans occupation. En marchant, je pensais à buller, c'est un verbe que je n'ai jamais utilisé, mais bon, c'est l'idée qu'on ne fait rien, c'est ça. Hein. Et puis, vous voyez, non seulement il ne fait rien, mais n'a souci de rien. Donc, c'est-à-dire que, finalement, l'oisiveté, l'inoccupation le conduit à une sorte de dépression. Donc là, il a le pauvre chéri, il est en dépression, voilà, ça va très mal, il reste dans sa chambre enfermé. Quelquefois, on le croirait plongé dans la philosophie. On le croirait, c'est pas de la vraie philosophie. Il se met à se passionner, je ne sais pas, pour les chevaliers du Moyen-Âge, pour un jeu de plateau, pour tous les sujets à la mode qui passent comme ça et qui font que pendant quelque temps, il y a des applis qui fonctionnent très bien parce qu'il y a beaucoup d'amateurs. Souvent, il s'engage dans la vie politique et bondissant à la tribune, il dit et fait ce qui lui passe par la tête au hasard. Donc vous avez compris, il y a 2500 ans, Platon fait une caricature du citoyen démocratique où on se reconnaît. Moi, je me reconnais dans ces passions intermittentes. On se prend de passion pour quelque chose et on fait des choses contradictoires. On peut s'enivrer. On peut s'enivrer de beaucoup de choses. Bon, on s'enivre un jour et le lendemain, on se dit là, il faut boire de l'eau et faire le jeûne intermittent. Donc ce caractère intermittent, girouette, hyper individualiste, c'est une fragilité pour Platon constitutive de la démocratie et on peut difficilement dire, 2500 ans après, qu'on est sorti de ce piège de l'ami de l'égalité. Car ça vient de la démocratie. Ça vient de l'amour de faire ce qu'on veut, chercher la liberté à tout moment et refuser, et vous allez voir les quelques autres descriptions, refuser justement toute contrainte. Alors en fait, cette image, vous le voyez peut-être mieux maintenant, je ne sais plus ce que j'ai mis comme prompt, c'est comme ça qu'on dit pour l'IA générative d'image, mais alors c'est exactement ce que je voulais. On a l'ami de l'égalité, Platon dit bigarré, c'est-à-dire plein de couleurs, des couleurs qui changent. Voilà, c'est exactement ça, la caricature du citoyen démocratique. Je vous signale qu'actuellement, Poutine, dans sa propagande anti-démocratie, représente exactement l'Europe, l'Européen occidental démocratique, comme ça. Quelqu'un qui s'amuse, qui est complètement... Alors, à l'époque de Platon, ce n'est pas le cas, mais pour Poutine, ça l'est. Une critique aussi homophobe, voilà. Il s'amuse, il est un peu efféminé, il fait la fête tout le temps. Voilà la caricature du citoyen démocratique. Et nous sommes un peu ce citoyen démocratique. Autre critique de Platon que je trouve... alors celle-là, on est fiers de cette critique. Les hommes et les femmes qu'on achète, ce sont les esclaves à l'époque, il y a 2500 ans, ne sont pas moins libres que ceux qui les ont achetés. Ça fait beaucoup ricaner Platon il y a 2500 ans. En démocratie, il n'y a plus d'esclavage. Eh bien non, effectivement, il n'y a plus d'esclavage, et nous, on en est plutôt fiers. J'allais oublier de dire jusqu'où vont l'égalité et la liberté dans les rapports entre les hommes et les femmes. Donc vous le savez, la démocratie remarquable athénienne, le citoyen n'était qu'un habitant de la cité, même pas un grec d'une autre cité, bien sûr pas les femmes, bien sûr pas les esclaves. Donc là, l'idée pour Platon qu'on pourrait donner des droits d'égalité aux femmes, que les rapports hommes-femmes seraient égalitaires, c'est particulièrement parodique, ça le fait beaucoup rire. Là, par exemple, en fait, il avait raison, et on ne trouve pas ça spécialement drôle, on en est fiers. Mais finalement, il avait bien vu
le mouvement et la tendance qui allait être les nôtres. Et puis il parle des bêtes. Je trouve toujours amusant qu'il se moque en disant « les bêtes même qui sont à l'usage de l'homme sont ici beaucoup plus libres qu'ailleurs, à tel point qu'il faut l'avoir vu pour le croire. » Et il raconte que quand on marche dans la rue, il faut se reculer pour laisser passer les animaux. Eh bien oui, Platon, on a envie de dire, oui, l'antispécisme, la conscience que peut-être on ne peut pas manger autant de viande, la conscience qu'il faudrait peut-être accorder une protection des animaux, cette idée qui faisait beaucoup rire Platon, en fait, elle nous est devenue une victoire de la démocratie. Mais c'est pour dire que son diagnostic est particulièrement pertinent. J'ai bientôt terminé, la grande question de l'adolescent. Alors pour tous les sociologues, ça commence dans les années 50. Mais en fait, Platon le voyait il y a 2500 ans, le père prend l'habitude de se comporter comme s'il était semblable à ses fils. On a, je ne sais pas où je me situe dans la description, mais on a des parents qui continuent à croire qu'ils doivent jouer le rôle des enfants, et pour plaire à leurs enfants, et vous voyez, ils se mettent à les craindre. Donc l'idée que les jeunes font peur dans la société, et que les personnes âgées doivent sans cesse faire du jeunisme, se considérer plus jeunes et se comporter comme des plus jeunes, et réciproquement quand le fils se fait l'égal de son père et ne manifeste plus aucun respect ni soumission envers ses parents. C'est la grande question qui est revenue à la mode d'ailleurs récemment, mais comme vous n'êtes pas parent a priori, ce n'est pas une problématique que vous suivez, mais qui est de savoir comment on doit éduquer les enfants, est-ce qu'on doit être très gentil ou très sévère. J'espère que je ne vous fais pas de la peine avec cette diapositive. Voilà, parce que ça revient à la mode. Alors, ça c'est quand même extraordinaire, ils ont 70, 75, je ne sais plus, peut-être 80 ans bientôt. Voilà, les Rolling Stones. Vous voyez, c'est l'illustration de ce que Platon disait il y a 2500 ans. On a un ex-rebelle adolescent, et à 75 ans, on peut trouver ça très beau, hein, je ne me moque pas, mais c'est vraiment ce qu'a dit Platon. À 75 ans, vous le voyez derrière moi, il est sur scène, il a exactement la même énergie, et il se comporte comme quand il avait 15 ans, et qu'il essayait, en Angleterre, de lancer son groupe qui allait être effectivement très connu. Et on arrive à la crise de l'autorité. Tout le monde se plaint de la crise de l'autorité. En fait, Platon la voit comme constitutive de la démocratie. Tous ces abus accumulés rendent les citoyens si ombrageux qu'à la moindre apparence de contrainte, ils se fâchent et se révoltent. Ils en viennent, comme tu sais, à se moquer des lois écrites ou non écrites, afin de n'avoir absolument aucun maître. Alors c'est la grande angoisse depuis les années 60, la perte de l'autorité des professeurs, l'autorité des policiers, l'autorité même des pompiers. On pensait vraiment que c'était un métier qu'on pouvait que respecter, il sauve des vies, pas du tout. Un pompier, une voiture de pompier qui demande qu'on se déplace, on dit oui, d'accord, pourquoi pas. En fait, sans être un refus d'obtempérer gravissime, l'autorité n'est plus acceptée de manière spontanée. Et le problème de cette description que je juge tellement pertinente 2500 ans avant de Platon, le grand problème, c'est que pour lui, le résultat, c'est le retour à la tyrannie. C'est ce qu'on appelle l'anacyclose. Chez les Grecs, il y a plusieurs philosophes qui avaient analysé l'idée qu'il y a un circuit des mouvements et des gouvernements politiques, et tous les excès de ce citoyen bigarré, charmant, séduisant, qui s'amuse tout le temps, le résultat, c'est le chaos. Et le résultat, il est certain que tout excès amène généralement une violente réaction. Newton, non ? De l'extrême liberté naît la servitude la plus complète et la plus atroce. Donc l'avertissement inquiétant dans l'analyse de Platon, c'est que la démocratie, par les tendances qu'il vient de nommer et que je trouve qu'on constate sous nos yeux, eh bien le danger, la fragilité, c'est de conduire à la tyrannie. Et cet avertissement est un peu, bien sûr, inquiétant. La Révolution française, ce moment extraordinaire, l'été 89, le résultat, c'est que ça a conduit à un moment terrible de l'histoire de France, qu'on a beaucoup de mal, nous, en tant que Français, à reconnaître dans l'histoire, ça s'appelle la terreur. Le moment où la machine à broyer, qui était la guillotine, envoyait 10, 20, 50, 30, 100 personnes par jour, et c'était un flot continu. Donc ce mouvement de terreur, c'est effectivement, on peut le voir comme une réaction à un moment qui a été de liberté et d'égalité. Et puis, bien sûr, tous les historiens le savent, la Révolution française, ça débouche sur l'Empire napoléonien, c'est-à-dire un régime politique qui était particulièrement tyrannique, même si nous, on l'aime bien, les Français, mais à l'étranger, Napoléon, c'est quand même un envahisseur, bien souvent. Et puis, c'est lui, par exemple, quand il fait son coup d'État, qui écrit « La Révolution est terminée ». C'est bien son projet, c'est de clore la Révolution, comme si c'était le résultat, c'est la démonstration
de Platon. Et puis, je vous rappelle quand même, ça fait 90 ans cette année, je vous rappelle quand même, si vous ne l'avez pas appris ou oublié, en fait, après la défaite de 1918, l'Allemagne a connu une période un rare moment de démocratie un peu chaotique, en particulier à Munich, il y a eu une république d'origine, d'inspiration communiste. Le résultat, c'est qu'il y a eu des batailles de rue. Le résultat, c'est que ça a poussé à un tel chaos que la République de Weimar, ça a débouché sur quoi? Ce moment démocratique où beaucoup de choses ont été tentées. Le résultat, vous le voyez à droite, c'est Hitler qui arrive premier. Il n'est pas majoritaire, mais il arrive premier aux élections. Et le président maréchal à Hindenburg lui donne, le nomme responsable du gouvernement, le fait accéder au pouvoir. Et vous le voyez, il est tout soumis, tout gentil, tout bien habillé en costume. Bon, vous savez ce que ça devient. Cette idée qu'un moment démocratique conduirait nécessairement au chaos, je trouve qu'en 2023, il faut qu'on se pose la question en France aussi, et en particulier, c'est un sondage, j'ai mis les références ici, qui est un petit peu inquiétant. Alors, je vous ai mis que cette diapositive. Vous voyez par classe d'âge la réponse à la question au global, parce que juste avant, on a présenté différentes situations de crise. Une crise économique, une crise de désordre dans les rues, justement, de chaos, crise sociale, violente, la guerre. Eh bien, la question était, pour résoudre toutes ces crises, 5 exemples de crises, quel est le régime politique le meilleur? Vous voyez que, je ne sais pas quel âge vous avez, bon, je ne sais pas où vous êtes là, mais en 18-24 ans, je suis quand même étonné de ce sondage. 72% des 18-24 ans répondent il vaudrait mieux, pour résoudre toutes ces crises, un régime autoritaire. Alors vous voyez que c'est même inquiétant en général, puisque au maximum, pour les plus vieux, au maximum, on arrive juste à moitié-moitié. Et sinon, vous le voyez, ça descend, ça décroît, mais pour les plus jeunes, on est à 72% qui pensent qu'un régime autoritaire serait plus efficace. Petite remarque de ma part, je ne sais pas si soit ce résultat va se reproduire parce que les 18-24 ans vieillissent et ils continuent à répondre à 72%. Moi, je pense plutôt qu'il y a un phénomène d'âge qui fait qu'à 18 ans, on répond ça, mais on ne le répond plus quand on est plus âgé. Mais bon, c'est un petit point positif. Mais vous le voyez, ce sondage est quand même inquiétant. Donc cette hypothèse d'un régime démocratique qui conduit à l'inverse, on vient de voir une série d'arguments qui sont quand même, je trouve, qui méritent qu'on s'interroge. Alors le deuxième moment, c'était donc l'idée même de qu'est-ce que la démocratie. Alors vous le savez, c'est beau comme formule. La Constitution de 58 le formule ainsi. Son principe, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est magnifique, c'est une très belle formule. Évidemment, le problème c'est, d'accord, mais c'est quoi le peuple? Voilà le problème. Et comment on fait que le peuple gouverne? Alors, je vais essayer de proposer quelques réponses très rapides. Alors le peuple, par exemple, c'est ce qu'a voulu représenter Delacroix dans ce tableau de 1830, au moment de la Révolution, des batailles dans les rues révolutionnaires de 1830. Il fait ce fameux tableau que j'espère vous connaissez tous, qui est une allégorie vraiment de la France, de la démocratie en France, avec la liberté guidant le peuple. Il a cherché, certains disent que c'est un autoportrait, là, celui qui est que vous voyez à gauche avec son haut de forme, c'est typiquement un bourgeois. À l'époque, l'habit est très... on est avant la victoire de la transparence que nous connaissons. Regardez comme on est habillé dans une école d'ingénieurs. Là, on a encore une contrainte sur l'habillement qui est très forte. Donc, on reconnaît la classe sociale. Donc, le monsieur, là, avec son tromblon, c'est un bourgeois. Certains pensent même que c'est un autoportrait de Delacroix, mais c'est un bourgeois. À côté, on voit un ouvrier. Et il a représenté, vous le voyez, dans ce combat pour la liberté, il a essayé de montrer, le petit garçon là à droite qui a servi de modèle à Victor Hugo pour le personnage de Gavroche. Donc là, le peuple, c'est quoi? Eh bien, on essaye d'assembler et de représenter une union de différentes fractions du peuple en espérant que le peuple, ce soit la totalité. La question se pose, en fait, c'est parce que la photo était libre de droit, donc je l'ai prise, mais la question se pose, alors est-ce que ça veut dire que le peuple, c'est ceux qui connaissent le tableau? Voilà, ceux qui connaissent le tableau, qui sont allés voir le tableau, qui connaissent le tableau, donc qui ont l'héritage artistique et culturel. Évidemment, cette idée est tout à fait antipathique dans un monde d'égalité. Est-ce que le peuple, c'est ceux qui manifestent? Voilà, manifestation contre la réforme des retraites. Est-ce que le peuple est là? Ceux qui sortent dans la rue et qui manifestent contre un gouvernement? Les manifestants ont dit oui.
Ils ont dit le peuple est dans la rue, donc le peuple, c'est ça. J'ai évoqué l'Iran tout à l'heure. Est-ce que le peuple, ce sont ces jeunes femmes qui, il y a un an pile, ont manifesté pour l'assassinat de Mahsa Amini qui avait un voile mal porté? Comme la répression devient très dure depuis quelques semaines, c'est vrai que ça fend le cœur de voir ces images. Donc est-ce que le peuple, c'est celles et ceux qui sortent dans la rue au risque de la mort? Là par contre, Macron est un dictateur, mais il ne viole pas, la police ne viole pas encore, ne viole pas, ne torture pas, n'enlève pas. Et donc là, est-ce que le peuple, c'est ça, celui qui a le courage de manifester quand sa vie est en jeu? À Paris, il y avait eu cette manifestation pour l'Iran et quelqu'un avait peint sur son front justement la liberté guidant le peuple. Donc je vous le montre dans cette idée qu'il faut connaître les symboles historiques pour être le peuple peut-être. Et puis sinon, pendant longtemps, on a dit bah, le peuple, ce sont les travailleurs. Hein, vous savez que Marx remplace le peuple par le prolétariat. Il résout le problème du peuple en disant le peuple, c'est le prolétariat. C'est lui qui doit faire la révolution, c'est celui qui travaille, qui souffre, qui est exploité. Et pendant longtemps, on a parlé du paysan. Alors le petit danger là, c'est qu'on glisse un peu facilement vers un peuple ethnique. Parce que le paysan, c'est la terre, c'est celui qui est là depuis longtemps. Et donc on va définir un peuple, comme certains partis politiques dans le monde et en France, le peuple, ce serait le peuple qui est là depuis plusieurs générations, les vrais Français. Et c'est la vision qui est liée souvent à la terre, effectivement. Est-ce que le peuple, c'est le prolétariat contemporain? Ces jeunes gens qui pédalent dans les rues pour nous apporter les sushis ou les paquets d'Amazon. Il y a un petit paradoxe quand on définit, j'ai entendu plusieurs fois récemment définir le peuple comme ceux qui souffrent. Le paradoxe est très simple, c'est que le but du combat social, c'est qu'il y ait moins de souffrance. Donc si le peuple, c'est ceux qui souffrent, bah, il est destiné à disparaître. Donc c'est un peu paradoxal de combattre au nom d'une partie de la population qu'on veut finalement éliminer. Donc le peuple ne peut pas être seulement ceux qui souffrent. D'accord, donc on arrive à une autre petite approche que je voulais faire rapidement, c'est la République. Vous savez qu'on confond République et démocratie. Et dans l'histoire, République, ça ne voulait pas dire démocratie dans notre sens, mais la République, ça s'opposait à la monarchie. Je vais juste vous glisser ça à l'oreille parce que c'est un petit point inquiétant du monde contemporain, parce que s'être débarrassé de la monarchie, ça a constitué en France, janvier 17, de guillotiner le roi. On s'est débarrassé de celui qui était le père du royaume. Et le problème, quand on tue le père, ce sont des analyses tout à fait passionnantes sur la Révolution, quand on tue le père, on fabrique une société, parce que les femmes sont toujours mises de côté, une société de frères. À la Révolution iranienne, tout le monde s'appelait frère. Vous savez qu'il y a des mouvements politiques qui s'appellent les frères. Et l'idée des frères, d'une société de frères, je vous le dis en résumé, je vous avertis moi-même, sans être Platon, ça n'est pas viable. Une société de frères, c'est ce qui a conduit à la terreur, c'est le massacre, la rivalité de tous contre tous. Si vous me permettez un petit ajout aussi, je suis un peu étonné aussi quand j'entends chez des jeunes gens de votre âge la formule « Hey frère, bro, sis, sœur », ça paraît très mignon, c'est super qu'on soit tous des frères. Je vous rappelle juste un petit point, je ne sais pas si la question vous intéresse, mais je vous rappelle juste que si on vit dans une société de frères et de sœurs, il n'y a pas de vie sexuelle. Voilà. Je vous rappelle juste que l'interdit de l'inceste fait que si on vit qu'entre frères et sœurs, la société ne va pas se reproduire très longtemps. Et en tout cas, je dis très sérieusement, une société où il n'y a que des frères, où on est tous frères, c'est une société de la violence. Et vous avez ici une affiche célèbre de la Révolution française, justement à l'époque de la terreur, unité, indivisibilité. Alors c'est la grande inquiétude quand on fonde la démocratie sur le peuple, c'est comment faire, j'ai essayé de le montrer rapidement précédemment, comment faire pour qu'on soit tous unis, comment faire pour que ce ne soit pas les uns contre les autres. Liberté, égalité, vous êtes au courant, mais la suite c'était à l'époque la fraternité ou la mort. Et il y a un écrivain contemporain, il s'est suicidé pour ne pas être guillotiné, si je me rappelle bien, Chamfort, qui a fait remarquer tout de suite que cette phrase se lit aussi comme « si tu n'es pas mon frère, c'est la mort ». Et donc la fraternité ou la mort, c'est pas très très rassurant. Vous savez que dans la devise « liberté, égalité, fraternité », le troisième est très différent. Et j'arrive au point principal. Vous m'avez suivi jusqu'à maintenant. C'est maintenant que j'aimerais partager des choses peut-être plus intéressantes et plus originales. Alors, il y a un philosophe, peut-être que certains l'ont eu au programme, qui s'appelle Rousseau. Jean-Jacques. Il
Il y a un philosophe qui s'appelle Rousseau, et qui est un génie absolu. Ça me fait de la peine de le dire parce qu'il est insupportable. Il nous a tous entraînés dans une voie qui est très difficilement viable. Il s'appelle donc Jean-Jacques Rousseau, pour 2 ouvrages majeurs ici, donc Le contrat social, c'est vraiment le père de la Révolution, parce qu'il a pensé justement un fantasme d'union qui est très inquiétant, qui est le peuple souverain. C'est-à-dire cette idée que tous ensemble, on va passer un pacte, et que, étant tous ensemble, donc il faut qu'on soit vraiment tous ensemble, c'est le problème bien sûr. Est-ce qu'on peut vraiment être tous ensemble? La démocratie, est-ce que ce n'est pas justement les différences, les débats et les contradictions? Et ce concept de peuple souverain, c'est un des moteurs de la Révolution. Et d'ailleurs, cette allégorie de la Révolution, vous voyez à droite, là, c'est Rousseau qui est peint, et vous voyez qu'il est peint au-dessus d'un œil qui surveille. Et c'est le glissement vers l'œuvre que vous avez peut-être lue, mais qui est une œuvre qui a une... C'est vraiment tout ce que je découvre tout seul dans mes recherches. Les confessions, c'est ce qui introduit la transparence démocratique. Et c'est cet œil qui surveille. Vous voyez, c'est pas Google, c'est pas les chaînes de télé, les chaînes en circuit fermé qui surveillent dans les rues. C'est déjà Rousseau qui est représenté comme celui au-dessus de l'œil qui surveille. Parce qu'il invente quelque chose que Platon n'aurait jamais pu imaginer. Si tout à l'heure, 2500 ans, Platon avait tout vu, Rousseau fait quelque chose, fait décrocher. Et nous sommes tous des petits Rousseau. Il écrit dans les Confessions, et c'est sa grande invention, qui vous paraît tout à fait normale probablement, mais je vais bien souligner à quel point elle est inquiétante et délirante. Mais c'est aussi une force. Il écrit « Je voudrais pouvoir en quelque façon rendre mon âme transparente aux yeux du lecteur ». Ça paraît banal, il veut juste dire qu'il va parler de lui. Non, pas du tout. Rendre son âme transparente, c'est un véritable fantasme délirant qui consiste à penser que Rousseau est le seul qui se connaît. C'est le seul qui sait qui il est vraiment. Autour de lui, la société ne le comprend pas. Et donc il invente cette idée de cette exhibition du moi, où on va se mettre tout nu devant les autres, rendre son cœur transparent, pour qu'enfin les autres me reconnaissent tel que je suis vraiment. Et c'est délirant à tout niveau. C'est délirant parce que d'abord on ne sait pas qui on est nous-mêmes, et cette idée que dans ce geste, en fait vous connaissez ce geste, et il n'est pas du tout délirant, ça s'appelle le coming out. Une application toute petite dans un domaine précis de ça, c'est le coming out. Je vais enfin montrer qui je suis et révéler, par exemple, mon homosexualité, parce que je veux être reconnu pour qui je suis vraiment. Là, ça a du sens. C'est pour ça que la transparence a tellement de succès et que c'est si puissant comme développement social. Mais pour Rousseau, on est parti sur plusieurs aspects délirants. Et il le fait pourquoi? Parce que Voltaire, son concurrent à gauche, a été très méchant. Très méchant. Alors que Rousseau, donc peut-être que certains vous l'avez étudié, Rousseau invente aussi la pédagogie moderne dans les Milles, il donne des conseils à tout le monde, Voltaire révèle en cachette, vous voyez que ça ressemble à un post sur Internet. Il publie à Genève la propre ville de Rousseau. Rousseau se fait appeler le citoyen de Genève. Dans la propre ville de Rousseau, il publie un petit... C'est vraiment honteux, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on croit être tout à fait contemporain. Vraiment, le poste de hater, là, il a écrit sinon au Canard enchaîné, et il révèle ce cher monsieur Rousseau qui donne des conseils à tout le monde, il a abandonné ses 5 enfants. Rousseau est effondré, il est détruit, il est comme quand on est harcelé ou qu'on a un post, un flot de haters contre soi, mais qu'est-ce qu'il invente? Plutôt que se défendre de manière théorique, il décide d'écrire les confessions, c'est-à-dire que la démarche dont j'ai parlé des confessions, qui est de se mettre tout nu devant les autres, c'est un geste qui consiste à faire le contraire de ce qu'on croyait. On croyait que Rousseau allait avoir honte de ce que Voltaire décrivait, et il dit, Voltaire, tu veux raconter ça? Moi, je vais tout dire maintenant. C'est-à-dire que la transparence, c'est un geste qui est profondément agressif. C'est un geste de défense. Bon, Rousseau était paranoïaque par ailleurs, c'est un geste un peu de paranoïaque. Voilà pourquoi je m'étonne beaucoup quand on dit sur les réseaux sociaux, c'est curieux, les gens ne sont pas gentils. La lanceur d'alerte de Facebook nous dit les sentiments négatifs ont plus de succès. Bien évidemment, fondamentalement, la transparence, c'est un geste pour se défendre contre les autres. C'est un geste de tension. Et donc j'en arrive à la transparence démocratique, invention que Platon ne pouvait pas deviner,
Alors, j'aurais bien voulu, si on avait plus de temps, que je vous interroge, qu'est-ce que c'est que la transparence? J'ai donné quelques exemples. L'open data, on donne des données publiques. La communication des comptes publics. Un pays, par exemple la France, sur data.gouv, vous pouvez avoir l'information, la carte de toutes les écoles en France où il y a de l'amiante. Ça, c'est incroyable, un pays qui livre une information pareille. Ça, c'est la transparence, mais c'est aussi la télé-réalité. Je suis sûr que vous pouvez faire la connexion entre ce que je viens de dire et la télé-réalité. C'est la même chose pour le lanceur d'alerte, évidemment. Je n'ai pas le temps de le faire, mais je suis content de montrer que c'est aussi l'invention du roman policier, et donc de la série policière. Et je dis qu'elle est cryptophobe parce que la transparence a la haine du secret. Le secret est toujours mauvais. Le secret est toujours quelque chose qu'il faut dévoiler. Et là, je vais vous montrer quelques défauts de la transparence et quelques victoires, et je m'arrêterai. Alors d'abord, la transparence, c'est marqué par une ambivalence très forte. Vous avez deux discours permanents. Soit c'est la tyrannie de la transparence. C'est très mauvais la transparence, elle nous tyrannise, c'est une dictature. Soit c'est le discours, alors tapez sur Google, il faut plus de transparence, vous allez trouver des centaines d'occurrences. J'en ai pris une ici, le journal La Croix, voilà. Il faut plus de transparence. Alors sur quoi? Dans le prix des médicaments. C'est tout à fait possible. Et pour illustrer la tyrannie, j'aime vraiment beaucoup ce poste-là de Kardashian. Voilà. C'est un poste inimaginable avant Rousseau. Elle était enceinte. Il y a des méchants dans ses followers qui lui disent « Mais non, c'est le texte, elle est trop maigre, elle ne peut pas être enceinte. » Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met une photo d'elle nue, alors nue dans la pénombre, pour qu'on voit son ventre. Est-ce que vous comprenez le geste? Pour prouver qu'elle est enceinte, elle se montre en photo nue enceinte. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'humanité où pendant des siècles, des millénaires peut-être, pour les femmes, être enceinte c'était le secret. C'était la faute quelquefois quand ce n'était pas voulu. L'idée qu'on expose le fait qu'on est enceinte pour prouver, c'est un geste agressif, pour prouver qu'on est bien enceinte, c'est une rupture majeure. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal, mais c'est une rupture majeure. Dans l'histoire de l'humanité, carrément. Et puis voilà une phrase incroyable de Rousseau. « Je n'ai qu'une chose à craindre, ce n'est pas de trop dire ou de dire des mensonges. » Je n'ai pas le temps de le faire, mais de là je tire le fait que la transparence, c'est de la post-vérité. Bien avant Trump et les fake news. La transparence, ça n'est pas la vérité. Vous allez voir, dans quelques instants, la transparence, c'est la sincérité. Et la sincérité, ça n'est pas du tout la vérité. Et il dit cette phrase, la seule peur que j'ai, c'est de ne pas trop dire ou de dire des mensonges. C'est de ne pas tout dire. Mais c'est complètement délirant. On ne peut pas souhaiter tout dire. C'est devenu notre norme à tous. Et effectivement, on pense qu'il faut tout dire. Alors j'ai mis ça, voilà. Alors tout dire, c'est quoi ? Eh bien, tout dire, c'est aller contre l'opinion générale, c'est montrer que nous, on réfléchit, que nous, on va montrer qui on est vraiment. Eh bien, on montre qu'on se défend contre les manipulations. La Covid-19, ça n'existe pas. Pour moi, c'est parodique, c'est un sketch comique. Apparemment, il y a des millions de personnes dans le monde qui ont validé ça. Je vous laisse, je l'ai mis flou exprès, parce que, bon, il n'y a pas de coronavirus, il n'y a pas de Covid, c'est un complot. C'est pour introduire la 5G. Et puis, je mets le doigt sur quelque chose qu'on ne voit pas d'habitude, c'est l'impératif de la sincérité. Et Rousseau avait choisi un modèle à lui, c'était Alceste. Je ne sais pas si vous avez lu cette pièce de Molière. C'est une pièce incroyable quand on la lit du point de vue de la transparence. Molière imagine, là on est au XVIIe, un siècle avant Rousseau. Molière imagine un personnage tellement fou, tellement haineux, c'est ça que veut dire misanthrope, tellement fou qu'il croit qu'il faut à chaque seconde dire la vérité. Être toujours, je vous donne ce vers incroyable, je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. En homme d'honneur, ça n'a aucun rapport. L'honneur, c'est le contraire de ça. L'honneur, c'est la politesse. L'honneur, c'est prendre soin de l'autre. On ne jette pas avec sincérité ce qu'on pense. Donc, à l'époque, tout le monde rit. C'est un fou furieux. Rousseau est le premier à dire, un siècle après, « J'en veux beaucoup à Molière. Il a osé se moquer d'un héros. Alceste, c'est un héros. » Et ce qui est incroyable, c'est que nous, maintenant, quelques siècles après, dans la puissance de la transparence que lance Rousseau avec la Révolution, eh bien, nous sommes tous des Alcestes. Nous pensons tous qu'il faut être sincère. Alors, je ne sais plus si je mets ma longue énumération, mais je me suis amusé à chercher. Alors, dans l'entreprise, au travail, il faut être sincère. Dans le couple, rien de mieux que la sincérité dans le couple. Pour résoudre tout problème, la solution, c'est la sincérité. Question pour Emmanuel Macron.
il prend une décision pour l'écologie, le journal dit « est-il sincère ?» Mais on n'en a rien à faire qu'il soit sincère. On demande une action politique, on veut qu'elle soit efficace. Que vient faire la sincérité dans un choix, une action politique pour une question aussi grave que la dégradation de l'environnement? Alors, la sincérité, ça a conduit aussi, c'est présent chez Molière, c'est présent chez Rousseau, c'est la haine de la politesse. C'est ce que j'appelle non pas l'impolitesse, parce que quand on est impoli, on ne sait pas trop, c'est l'antipolitesse. L'antipolitesse. Et alors là, regardez cette phrase, c'est, vous allumez CNews, vous l'entendez. On n'ose plus paraître ce qu'on est. On ne peut plus parler. On ne peut plus rien dire. On nous empêche de parler. Ça, c'est une phrase de délire rousseauiste qui est devenue partagée par une grande partie de la population. Et dans cette contrainte perpétuelle, les hommes forment un troupeau. C'est l'invention de la sociologie. À la Bourdieu qui va nous dire « nous sommes tous victimes ». La société nous exploite, la société est mauvaise, elle nous oblige à être dans un troupeau. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Vous connaissez la portée de ce slogan. Le développement personnel. Soyez vous-même. Ça veut dire refuser, repousser la politesse. Et là, j'ai une petite anecdote. Il y a quelques jours, j'étais avec un ami donc, qui vient d'Iran. On passe devant un lycée de la ville où j'habite, Rennes. Pas notre lycée Château, l'autre lycée, avec des lycéens, pas des prépas. On est à la sortie des cours le vendredi à 17h, 18h. Donc il y a tous les élèves qui sortent. Mon ami avec sa valise à roulettes, on marche, on est 2-3 personnes, on marche. Il y a un groupe de jeunes filles qui sort. Elle nous voit, elle continue à foncer. Elle continue à foncer, donc on s'est arrêté, et elles étaient très choquées qu'on ose avancer, parce que le trottoir est large, il y avait les étudiants, il y avait un petit coin où on passait. Et mon ami m'a dit, mais c'est magnifique. Moi j'étais furieux, je lui ai dit, écoute, je suis désolé, c'est vraiment l'antipolitesse contemporaine. On considère qu'on est là, on passe, et puis tant pis. Et il m'a dit, mais non, mais c'est la démocratie, c'est magnifique. Elle considère qu'elle n'a pas à laisser passer des hommes qui viennent avec leur valise. Elle marche, elle marche. Alors est-ce que l'antipolitesse, c'est merveilleux, c'est la démocratie? C'est quelqu'un qui vient d'Iran, vous avez compris. Ou est-ce que l'antipolitesse, c'est la dégradation du lien social? Évidemment, la politesse, c'est une éthique de l'autre. C'est penser à l'autre. Vous êtes devant le bus, tout le monde veut monter, vous dites « je vous en prie ». En fait, vous voulez monter. L'antipolitesse, c'est la pulsion. C'est la pulsion. Nous vivons dans une société pulsionnelle. Et l'antipolitesse y concourt. Je n'ai pas repris, vous le voyez, la posture de rebelle, bien sûr. Il faut être rebelle, toujours. Ne pas se laisser faire par la société. Et puis Rousseau déteste le théâtre, et c'est la problématique de la représentation, y compris la représentation politique. Tous les débats pour savoir si on est bien représenté au Parlement, qu'est-ce que c'est qu'un bon représentant? On est dans le monde de la transparence, on aimerait l'immersivité, on aimerait que tout soit traversé directement, et on ne supporte pas la représentation. Et puis bien sûr, misanthrope, je vous l'ai dit, c'est celui qui a la haine du genre humain. Alors Alceste carrément dit, oui, j'ai la haine, moi. Une haine vertueuse. Il nous dit, la vertu, c'est être haineux. C'est normal. Si on veut la sincérité, la haine, c'est une façon d'être tout à fait sincère quand on n'aime pas quelqu'un. Et alors, pas besoin de vous expliquer que c'est ce qu'on appelle les haters. Je répète, on est très étonné sur les réseaux sociaux que ça bascule dans quelque chose haineux. Mais c'est la logique profonde que Molière avait montrée pour s'en moquer. Alors là, c'était une interview dans Le Monde il y a quelques jours, de cette chanteuse que vous connaissez, j'imagine, qui porte un nom japonais. Et j'ai été sidéré que donc elle est harcelée, la pauvre, elle est broyée partout, la logique justement d'être tout à fait sincère et de jouir de l'antipolitesse pulsionnelle. Et ça m'a touché parce qu'elle répond comment? Elle répond « Je vis en cercle fermé, j'ai une vie simple, je ne cache rien ». C'est-à-dire qu'elle est victime de la logique de la transparence et elle se défend en disant « je ne cache rien ». C'est-à-dire qu'elle-même, elle adhère à la logique de la transparence. Je suis en train de vous dire qu'on est tous dans cette logique. Et vraiment, écoutez la prochaine fois que vous entendrez la sincère ou sincérité à la radio avec vos amis, c'est vraiment devenu une norme absolue. Ah oui, dernière chose qui me paraît très grave, et je suis dans une école d'ingénieurs, peut-être qu'on vous en parle, mais dans les écoles de commerce, on dit, bon, là, il y a les hard skills, hein, des compétences, mais ça ne suffit pas. Il faut des social skills. Il faut pouvoir prouver un savoir-être. Et ça ne suffit toujours pas. Il faut aussi des soft skills.
des compétences comportementales, c'est l'ESSEC, la grande école de commerce qui écrit ça, compétences comportementales indispensables dans l'employabilité des étudiants. Autrement dit, ce que je trouve très grave, c'est qu'avec la transparence, comme on doit montrer qui on est vraiment, comme on doit, comme Rousseau, ouvrir notre cœur transparent, il ne suffit plus d'avoir des compétences. Je suis désolé de dire ça, de futurs ingénieurs, eux, et ingénieurs brillants, eh bien ça ne suffira pas d'être très fort techniquement. On veut voir la personne. On veut voir qui vous êtes vraiment. Et je ne sais pas si vous avez regardé ça, 7 millions de téléspectateurs. A priori, vous ne regardez pas les infos, mais c'est repassé en replay. Vous connaissez ce chanteur, il s'appelle Stromae. Il était malade, en dépression. Pendant longtemps, on ne l'a pas vu. Il vient au journal de 20h. On l'interviewe, puis d'un coup, il s'arrête. Il se met à chanter sa chanson sur l'enfer de la dépression. Et il y a une larme qui coule à la dernière seconde. Alors évidemment, c'est complètement fabriqué. Vous ne croyez pas qu'il est venu, qu'on a dit, allez, on va se mettre à chanter et qu'il pleure à la dernière seconde. C'est très travaillé. Il a d'ailleurs été accusé, tu n'es pas sincère. Mais l'idée, qu'est-ce que c'était qu'un chanteur et la pression sur une chanteuse? Il faut écrire des chansons, il faut faire des spectacles. Vous savez tous que depuis quelque temps, il faut faire la promo. Après, il y a eu les réseaux sociaux. Et là, cette émission, je vous le dis, elle marque un tournant. Tout le monde a dit c'est un moment de télévision exceptionnel. Vous me suivez à peu près ou je ne suis pas clair? Il est venu aux 20h et il a fait une sorte de combinaison entre je vous parle de ma vie, je vous chante ma vie et je pleure à la fin. Eh bien, ça veut dire que pour les chanteurs dorénavant et les chanteuses, il faudra en plus payer de sa personne. Là, c'est pas Stromae qu'on a vu. Il a fallu pour qu'il soit chanteur au maximum dans le monde de la transparence, qu'on voit apparaître derrière lui, Paul Van Havert, si c'est bien son nom, c'est Paul qu'on a vu. Et ça, je trouve ça très violent. Si on doit tous montrer qui on est, en plus de nos compétences, c'est un monde particulièrement violent. Allez, on va quand même se faire plaisir, parce que je n'ai pas fait tout ça pour vous désespérer. La transparence, c'est produit des victoires extraordinaires. Évidemment, MeToo. Évidemment, MeToo. Vous savez que MeToo se décline partout. Quand elle lance, là, vous voyez, là, c'est le premier poste. Un ami m'a suggéré de demander aux femmes qui auraient été harcelées de mettre MeToo. Vous savez que auto-école, salle de sport, gymnase, tous les univers révèlent quelque chose que personne ne voyait et qui était visiblement omniprésent. Il n'y a que la transparence qui permet de révéler ça. Autre victoire incroyable, mais incroyable. Le mot tabou, apparemment, viendrait d'un mot polynésien qui veut dire les règles des femmes. Les règles des femmes, d'ailleurs on ne dit même pas les règles, les menstruations, j'ai des mots en français pour euphémiser. Voilà l'Assemblée nationale qui produit un rapport, qui découvre que les étudiantes ne trouvent pas de manière facile comment vivre leur menstruation. Ça coûte très cher, on n'en a pas à disposition. Il y a une précarité menstruelle incroyable. Et on découvre une maladie dont personne ne parlait à part des spécialistes, et on découvre qu'elle touche une grande partie des femmes, et que c'est handicapant au travail. Alors ça, soulevez le voile. Allez voir dans l'intimité ce qui était caché, et considérer que ça devient un sujet politique, un sujet qui doit être débattu. Ça, c'est la logique de la transparence. Et c'est une force incroyable, mais fatigante aussi, et je vais terminer sur ça. Bon, le harcèlement, alors ça m'amuse parce que quand j'étais, il y a quelques décennies en Suède, on parlait que de harcèlement. Et alors on me disait, alors en France, qu'est-ce qui se passe? J'étais obligé de dire, ah bah non, en France, dans les toilettes, dans les couloirs des collèges, des écoles, des lycées, bah il n'y a rien. Ils me disaient, tu rigoles, voyons. Non, bah il n'y a rien en France, on n'en parle pas. Ça n'existe pas. Et puis d'un coup, le sujet est venu, et maintenant c'est une bourrasque. Maintenant, on a même quasiment un lycéen sur deux qui souffre, qui est victime de harcèlement. Alors vous voyez l'effet pervers de la transparence, c'est qu'on découvre tout ça, et nous devons prendre en charge les révélations de la transparence. Certains le disent clairement, est-ce que c'était pas mieux les années 50, où on pouvait pincer les fesses d'une femme, et puis bon, voilà, c'était sympathique, ou le harcèlement, bah, on n'en parlait pas, on s'endormait le soir dans son lit, on était content, tout allait bien. Donc vous voyez qu'il y a aussi un poids de la démocratie, et peut-être une fatigue de la démocratie par les propres succès de la démocratie. Scandale incroyable. Des billets de banque du Qatar au sein de la démocratie européenne, au Parlement européen de Strasbourg. Il y a deux lectures à ça. Habituellement, là, on dit quoi? Bah, tous pourris. Tous pourris. C'est vraiment la preuve qu'aucun régime politique ne échappe à la corruption. Et moi, je vous dis l'inverse. C'est la preuve
qu'il n'y a qu'un endroit au monde, un seul lieu de pouvoir, où on attrape les billets de banque. Parce que c'est pas que, vous comprenez bien qu'il n'y en a pas qu'au Parlement européen, il y en a partout dans le monde. Tous les lieux de pouvoir sont victimes de corruption. La différence, c'est qu'au Parlement européen, il y a la transparence démocratique, et donc on finit par le savoir. Donc au lieu d'être écœuré en se disant vraiment les politiques tous pourris, la pauvre finlandaise, on devrait plutôt se dire magnifique, nous, on dévoile le scandale. Et vous voyez l'ambiguïté, l'ambivalence, on dévoile, mais c'est un poids à supporter. Bon, évidemment, je veux terminer par l'Ukraine. C'est la première guerre de l'histoire sous la lumière de la transparence. Les spécialistes de défense militaire sont effarés que chaque jour, on a des informations qu'on avait des mois et des mois, normalement après, par enquête complexe, vidéos, documents, évidemment de propagande, mais pas seulement. Voilà un site, par exemple, en live, c'est typique de la transparence, en direct. On a en toute transparence une estimation des pertes militaires. Ça, c'était un secret militaire. En 14-18, on avait ça sur un petit papier caché et on risquait la mort pour l'apporter au général. C'était une information top secret. C'est en direct, en live, en ligne. Et pour la Russie, vous le savez, deuxième armée du monde, c'est une incroyable déconfiture aux yeux du monde entier. Ça, c'est vraiment la victoire de la transparence. L'horreur des crimes de guerre, eh bien, c'est ça que je vous dis. Il y a un poids aussi qu'il faut qu'on prenne sur nous. Mais les crimes de guerre, je ne sais pas si vous avez bien suivi, c'est pas très agréable à entendre, mais les crimes de guerre, on les suit quasiment en direct. Et puis, on termine par un petit mot amusant. Vous avez entendu parler de ça? Voilà ce que c'est que la transparence. Voilà pourquoi l'Ukraine est plus forte que la Russie, malgré toute la propagande post-soviétique. C'est un touriste russe qui a posté cette photo en Crimée, sur une plage. Il est tout content. C'est un S-400 derrière. C'est une pièce qui coûte, si j'ai bien compris, 1 milliard. Il met sa photo. Bon, ben les Ukrainiens, c'est la démocratie. On est réactifs. Ce n'est pas seulement des algorithmes. Ils ont réussi à reconstituer le lieu et ils ont éliminé une pièce maîtresse de la défense russe grâce à un post sur Facebook. Et parce que ce touriste russe, lui-même, il était emporté par la logique des réseaux sociaux, de la transparence. Ça a un intérêt de le voir sur sa plage en maillot. Il l'expose au monde entier. Il est heureux de le faire. C'est la logique de la transparence. Donc vous m'avez compris. Il y a des failles constitutives. Il y a 2500 ans, on savait qu'on ferait... Qui fait du jeûne intermittent? Ok, j'ai raté ma cible. Qui fait de la muscu? Ok, bon, alors qu'est-ce qu'il faut que je trouve? Qui fait la fête et se saoule? Personne. Alors, comment trouver quelque chose qui nous réunisse tous? Il y a 2500 ans, Platon a radiographié les faiblesses. Et depuis, on a ce glissement par Rousseau. Vraiment, je vous promets, parce que j'ai écrit un essai qui pourrait sortir bientôt, et j'ai beaucoup réfléchi à la question. C'est absolument passionnant, mais c'est aussi de grosses fragilités et d'énormes forces. Donc je voulais qu'on regarde à la fois les fragilités constitutives et les fragilités les plus contemporaines qui nous fascinent parce que nous vivons tous dans le... Faites attention la prochaine fois sur la sincérité. Moi-même, la plus grande valeur que j'attache à quelqu'un, c'est dans toutes les situations... Bernard Tapie. Et je m'arrête là. Écoutez bien. Écoutez bien. J'ai menti, mais de bonne foi. Ne croyez pas que c'est une blague. C'est exactement ça. Il a menti, mais il était sincère. Donc c'est pas grave. Parce que ce n'est pas le mensonge qui compte maintenant, c'est la sincérité. Je vous remercie de votre attention. On a peut-être quelques minutes pour des questions. J'espère qu'avec tous ces sujets, vous avez envie d'interagir. Merci pour ta question. D'abord, que la liberté, c'est un peu la vie en société. Bravo, tu redécouvres Rousseau, c'est le pacte social. C'est cette idée qu'on va tous perdre une liberté individuelle pour une liberté civile collective. Donc, c'est ce que dit aussi Freud. La vie en société, c'est de la frustration. On ne peut pas se livrer aux pulsions et c'est la sublimation. Donc, effectivement, on perd de la liberté en société. Les meilleures analyses sur l'égalité et la liberté, c'est Tocqueville, qui voit dans l'Amérique une société qui a mis en numéro 1 la liberté, avec des inconvénients et des défauts, et qui voit la France qui a mis en numéro 1 l'égalité, et qui voit des défauts. Et vous le savez bien, aux États-Unis, par exemple, les inégalités de richesse, nous, Français, globalement, nous choquent énormément. Pour eux, c'est tout à fait normal. En revanche, avoir le droit d'un fusil, qui est une liberté constitutive, eh bien, c'est quelque chose, c'est le drame que les États-Unis d'Amérique n'arrivent pas à surmonter parce qu'ils considèrent que c'est une liberté.
Pour répondre sur Platon, c'est surtout, il l'appelle l'ami de l'égalité parce qu'il voit bien aussi comment l'égalité fait que dans la démocratie athénienne qui a existé, ils sont allés très très loin. C'est l'époque de Périclès. Et par exemple, ils ont, plus qu'on le propose maintenant, les riches se sont vus ponctionner une sorte d'impôt. On empêchait qu'on devienne trop riche. Et il y avait des subventions pour les spectacles. On payait les pauvres pour qu'ils puissent aller au spectacle. Donc Platon a bien cette idée de l'égalité, mais ce qu'il décrit ici, c'est surtout la liberté. C'est-à-dire la liberté de considérer qu'on ne doit rien à personne. Et c'est ça le grand danger de l'individualisme. Et on en est tous un peu convaincus. Au fond, je vous signale que c'est le problème que pose la guerre en Ukraine. C'est que là, l'OTAN, l'Union européenne, on va devoir un petit peu montrer que on va peut-être devoir se manifester avec fermeté. Or, dans l'idéal de liberté, on ne doit rien à personne. Et c'est ça qu'il décrit. La caricature, c'est quelqu'un qui croit qu'il peut faire tout ce qu'il veut, il boit, il s'amuse, en fait, il ne doit rien. Et ça, c'est bien sûr une illusion. Je n'étais pas vraiment bien répondu sur Platon et la liberté et l'égalité, mais j'ai montré que ta question était puissante parce que c'est deux critères importants. Je n'ai pas de solution, mais déjà, on se méfie de nous-mêmes. C'est-à-dire que l'antipolitesse, on est tous ici un peu convaincus qu'on a le droit de s'habiller comme on veut. Est-ce qu'on dit toujours bonjour madame, bonjour monsieur, c'est un peu artificiel. Le tutoiement. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais le tutoiement est en train de revenir en sortant des zones où avant il était limité. Bon, tout ça, on trouve ça super. Donc on est tous, en fait, au fond de nous, on a une tendance très forte, parce qu'on voit le bon côté, à considérer, par exemple, que l'antipolitesse, au fond, c'est pas mal. Et on n'a pas envie de se forcer. Alors comment on fait déjà pour prévenir les graves dérives? Déjà, on lutte contre cette tendance. La politesse a du bon. Elle est hypocrite, elle est socialement dirigée, tout ce qu'on veut, mais elle est indispensable à la vie sociale. Si on se lance tous dans la pulsion la plus... vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, hein, on casse, on vole, je laisse les questions politiques. Mais de fait, l'action c'est quoi? C'est casser, voler. Voler c'est quoi? C'est prendre ce qu'on veut. C'est la pure pulsion. Vraiment, j'ai été frappé, hein, les petits gamins qui ont couru, là, casser, brûler, c'était de la pure pulsionalité. Et donc on se méfie de nous-mêmes. On ne se livre pas, on accepte peut-être de brimer l'antipolitesse qui est la pression qu'on subit et qui nous plaît. Ah si, se méfier de ces pulsions, c'est vraiment un projet de société. La pulsionalité, elle est partout. La commande sur Internet, la jouissance du clic, l'addiction dont on parle partout, c'est une forme de pulsion. Si, c'est un vrai projet politique de se méfier de la pulsionalité. Non mais j'ai compris, vous saviez que je n'allais pas répondre. Je n'allais pas répondre une formule magique. Mais prendre conscience de la structure globale de la transparence, et pas seulement ce qu'on voit en surface, j'y crois beaucoup, mais peut-être que tout le monde ne fera pas la démarche, je suis d'accord. Ça c'est sûr. Si, ce sondage, c'est ça qui m'affole. Oui. Si les 18-24 ans, vous vous dites que pour résoudre les problèmes, il faut un régime autoritaire, c'est terminé. Oui, mais du coup, vous avez commencé en disant évidemment que non. Évidemment que non, dans le sens que d'Enfer Rochereau, en venant, j'ai revisité, je m'arrête dès que je peux, le musée Jean Moulin, il n'est pas extraordinaire, mais il y a sa carte d'identité, et sa fausse carte d'identité de Max arrivant à Londres. Bon, voilà, c'est tout. La démocratie, depuis les Grecs, elle a été sauvée à plusieurs moments par quelques personnes. Donc, oui, elle est faible si on n'y croit plus, bien sûr. Si vraiment il y a 71% de votre classe d'âge qui pensent qu'au fond, ce serait mieux un régime autoritaire, c'est terminé. Ou alors, il faut des Jean Moulin et des moments dramatiques, mais... Bon, je ne veux pas dramatiser, mais vous savez que... Pardon, juste avant que j'oublie, j'ai évoqué la guerre en Ukraine et tout. La vraie question, c'est le réchauffement climatique, la dégradation des conditions de vie humaine sur Terre. Moi, je fais le pari qu'on ne pourra pas se passer de la transparence. Là, par exemple, sans transparence totale, où on puisse suivre en temps réel les dégradations, les zones, les entreprises, ce qu'elles font vraiment ou qu'elles ne font pas, on ne s'en sortira pas. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour ce grand défi. Et je suis certain qu'un régime autoritaire, regardez les régimes autoritaires, ils sont incapables de gérer cette problématique. Mais là par exemple, c'est une critique d'un élément de la démocratie
qui est caractéristique, c'est-à-dire, oui, bien sûr que je ne suis pas sincère quand je dis à quelqu'un « ça va » et je m'en fous complètement, bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est important. L'exemple du bus, tu as déjà attendu un bus. C'est typique, il y a des pays, l'Angleterre par exemple, où tout le monde fait la queue, c'est hyper rigoureux. Donc là, il y a une contrainte sociale qui est intégrée, et tout le monde, on peut faire des queues pendant des heures, on respecte, personne ne passe devant. Il y a des pays où c'est complètement chaotique. En France, on est un peu entre les deux. Donc quand on attend le bus et qu'on est le premier, il y a quelqu'un qui vient. Le fait de dire « mais je vous en prie », ça, oui, c'est du lien social. C'est le contraire, parce que qu'est-ce que tu as envie de faire? Et moi aussi, j'attends depuis un quart d'heure, le bus arrive et j'ai envie de monter. Ça, c'est la pulsion. Je maintiens catégoriquement qu'à chaque fois qu'on réfrène la pulsionalité, on vit dans une société qui est meilleure. Et la politesse permet de réfréner la pulsionalité. Elle est hypocrite, peut-être même qu'elle favorise certaines classes sociales, pourquoi pas, la fameuse politesse de soumission, merci madame, alors que... D'accord, mais la pulsionalité, c'est la destruction de la société. Et je suis obligé de vous le dire, regardez bien autour de vous, nous vivons dans une société, on dit qu'il y a une violence qui monte, il y a un facteur évident, la pulsionalité monte dans notre société. Oui, c'est vrai. C'est une façon, la politesse, c'est vraiment de mettre du lien, d'éviter qu'il y ait des frictions avec des gens qui ne sont pas des amis. La question que tu poses, en fait, ça revient à la sincérité. Peut-être qu'avec nos vrais amis, on ne doit pas être poli, on doit être sincère. On y croit tous ici. En amitié, qui dirait le contraire? Mais vraiment, vous pouvez mettre sincérité à n'importe quel problème, on est tous convertis. D'ailleurs, c'est vrai, moi aussi. Moi aussi, je pense qu'en amitié, est-ce que c'est vrai, tiens? Il est bon mon gâteau, je suis bien coiffé, mon pull me va bien. Non, t'es moche. Bah, on ne le dit pas, et d'ailleurs c'est intelligent parce que ça ne sert à rien. Ça sert à rien de dire que t'es moche ou c'est raté. On va le faire comprendre. Je ne suis pas sûr qu'il faille être sincère même avec des amis. Maintenant, c'est sûr que je ne vous dis pas qu'il ne faut pas de sincérité. Mais tu as bien compris, la politesse, ce n'est pas parce que ça va être magique avec tout le monde, c'est justement avec ceux qui pourraient devenir frictionnels parce que, en fait, il y a des conflits à tout moment. J'ai repris l'exemple du bus, il est élémentaire et universel. On veut tous monter en premier, on veut tous s'asseoir. On n'a pas envie de rester dehors et faire la queue. Donc c'est la vie générale. Et la grandeur, et vraiment dans le misanthrope, Molière a fait parler quelqu'un dont on s'est moqué, qui est l'autre personnage, qui explique à Alceste, non, on ne peut pas en toutes circonstances dire ce qu'on pense. Mais il y a une confusion, me semble-t-il. MeToo, le problème, c'était pas la politesse. Quand on a été harcelé, violé, c'est pas qu'on disait après « merci monsieur, je vous remercie beaucoup ». C'est pas ça le problème, c'était pas la politesse. C'est le tabou, c'est le secret, c'est le silence, c'est la culpabilité de la victime. En fait, rien à voir avec la politesse. Donc déjà, la politesse n'est pas quelque chose qui joue un rôle ou non dans la question de MeToo. Et quand tu dis avec agressivité, non, c'est pas une agressivité la révélation ici. C'est vraiment la beauté de la transparence, c'est faire sortir une part qui était jugée intime. J'ai travaillé sur les violences, on n'a pas parlé des violences conjugales par exemple, ou les enfants qui étaient battus. Il y a un roman de Zola que je relis, qui est fabuleux, qui s'appelle La Bête humaine. Dans La Bête humaine, à un moment on entend une femme qui se fait battre. Et le personnage dit oui, c'est son frère qui la bat parce qu'il la redresse. Dis donc, elle a pris cher aujourd'hui, oh là là. Tout le monde est indifférent. Pourquoi? Ça ne nous regarde pas. Donc la grande puissance de la transparence, c'est de considérer que maintenant, il faut tout dire, c'est Rousseau, et que tout nous regarde. Et que vie privée, intimité et vie publique, c'est devenu complètement brouillé. Mais ça, c'est pas la politesse. Maintenant, tu as bien sûr raison. Si la politesse doit tout envahir, alors on aura un monde complètement superficiel, ridicule, vain, et tu as bien raison, les liens n'existeraient pas. La question, avec la personne dans le bus, je ne vais pas créer de lien particulier a priori. Et si je l'ai laissé passer, je peux au contraire créer des liens. Quand je monte, elle peut me dire « Ah monsieur, madame, merci de m'avoir laissé monter tout à l'heure. Vous allez jusqu'à où ?» Donc au contraire, la politesse n'est pas une fermeture du lien. C'est aussi reconnaître l'autre. J'ai dit une éthique de l'autre. Donc non, vraiment, la politesse ne ferme rien et ne peut couvrir. Non mais je parle de la politesse parce que c'est un discours qui est repris par une vision réactionnaire. « Oh, la politesse se perd. » C'est pas ça que je dis. Je dis que fondamentalement, nous n'y croyons pas. Nous pensons que c'est beaucoup mieux d'être sincère, direct, cash et franc. Et je dis que ça, c'est dangereux parce que c'est pulsionnel. C'est une excellente question. Quand je dis que la transparence est démocratique, le contre-exemple, c'est la Chine.
Ils utilisent tous les outils de la transparence démocratique pour une domination. Les nouvelles d'Iran, maintenant, les Chinois leur ont vendu des systèmes de reconnaissance faciale. Au début, c'était juste pour les manifestantes. On voyait la voiture, la plaque d'immatriculation, et elle recevait chez elle, vous avez manifesté tête nue, on a votre nom. Maintenant, c'est la reconnaissance faciale, en direct. Donc les Chinois instaurent une dictature pire que de 1984, parce que 1984, en fait, c'était, ils imaginaient des télésurveillances, des trucs tout ridicules. On se mettait dans un coin, ils n'entendaient pas. Donc là, c'était une dictature absolue, et pourtant, ce sont des outils de la transparence démocratique. Et bien, tu sais quoi? Moi, j'ai de l'espoir, justement. Par exemple, la condition des femmes, il y a des caméras de surveillance qui ont filmé des agressions sexuelles en Chine. Le gouvernement ne veut pas du tout qu'on en entende parler. Ça a été filmé, c'est passé sur les réseaux sociaux. Vous vous rappelez peut-être la Covid? On a vu des scènes filmées par des téléphones, malgré toute la surveillance technologique et numérique, de personnes qui protestaient. On voyait ce que c'était que le traitement de la Covid-19 dans une dictature. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir. On ne peut pas étouffer la petite flamme démocratique qu'il y a dans les outils de la transparence démocratique. Donc la Chine a servi, mais elle ne peut pas faire éteindre cette flamme. Donc j'ai beaucoup d'espoir, justement, que la dimension de la transparence qui est démocratique se réveille malgré les outils. Je ne sais pas si je suis clair. Mais ta question est excellente, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a un paradoxe.